Chapitre 11. Saint-Trope. La tête de Saïd commençait à ressembler à une fraise bien mûre. Gunther et Hans s'exerçaient à tour de rôle, pendant que Lix tentait de le raisonner pour qu'il explique volontairement le motif de son intrusion dans la propriété. Une chance qu'il n'ait pas été reconnu comme leur voisin de table l'autre soir. Mais il sentait que le moment n'était pas encore venu de céder à la souffrance et de trahir son donneur d'ordre. Résigné sous les coups, un entraînement efficace de résistance à la douleur pour ses prochains combats, il attendait d'avoir la couleur requise pour justifier sa défection. Barbès City. Lorsque Marc avait par Sylvie interposé, convié Jean-Jacques à une réunion pour tirer les conséquences du premier compte-rendu de Saïd, il avait préféré arriver à la planque de Jean-Jacques sous la protection très efficace de la danseuse. Elle connaissait bien les lieux et les gens du voisinage. Après la 50e écoute des bandes enregistrées, Jean-Jacques était gris de peur, mais n'avait en rien progressé dans la recherche d'une solution à son épineux problème. Rien ne les arrête. Des types capables de faire sauter Tchernobyl et ils possèdent déjà la moitié du monde. Qu'est-ce que je vais devenir, se lamenta-t-il sans arrêt. Détends-toi, Jean-Jacques. Tchernobyl était un accident. Tu as bien entendu, ils ne l'ont pas fait exprès. C'est allé trop loin. Ils vont peut-être t'oublier. Ils ont tellement d'autres choses à faire. Un clou chasse l'autre, tu sais, intervint Sylvie qui n'en menait pas large, mais tentait ce qu'elle pouvait pour calmer son ami. Tel que tu le vois, le clou, il est entre le marteau et l'enclume, pour parler en images. Et ça fait mal. Il doit y avoir un moyen. Il doit y avoir un moyen, essaya de suggérer Marc en guise de contribution. Je vais te leur foutre un virus dans leur communication, ça va les occuper. Tu parles comme ils vont se laisser avoir. Tu l'as dit toi-même que leur machine était inviolable, répondit Jean-Jacques, toujours aussi pessimiste. C'est vrai qu'ils forment une sacrée paire, le Croulant et le premier de la classe, comme les appelle Saïd, ajouta Marc. Attends, une sacrée paire. Bon Sylvie, c'est pas le moment de t'intéresser au père de ces messieurs. C'est malin. Avec des interruptions pareilles, comment veux-tu que je réfléchisse? C'est la paire d'amis qu'ils sont censés être que je pensais. Repasse voir la bande du premier enregistrement sur la terrasse. Macpherson. Never again, Lix. Groupe 7 ne veut plus voir de ces opérations dont on ne peut pas contrôler l'ampleur. Vous rendez-vous compte des risques que vous nous avez fait prendre avec votre opération Tchernobyl? Vous n'étiez pas censé exploser ce réacteur, mais simplement le retarder, le faire tomber en panne. Plus loin, demanda Sylvie. Lix. J'ajoute que la baisse de valeur des sociétés affectées à ce secteur d'activité est telle que, même dans votre organisation, quelqu'un en profite pour remplacer ses pions. Macpherson. Je ne suis pas au courant. Lix. Très proche de vous. Macpherson. Mon fils? Lix. Probablement. Encore plus loin. Lix. 1. L'opération 3 Miles Island était une connerie mal montée. 2. Je n'en ai été aucunement responsable. Et 3. Vous avez fait mortellement accidenter tous les protagonistes depuis cette date. Notez que pour ce qui est du fair play, ces accidents laissent beaucoup à désirer. Ça fait 50 fois qu'on les écoute. Qu'est-ce que tu leur trouves? Tu les aimes ou quoi? Tu sais que tu es vraiment débile quand tu t'énerves? Comme Macpherson. Voilà la réponse. Ce n'est pas en me critiquant que tu vas faire avancer les choses. Mais tais-toi donc. Je te pardonne parce que c'est toi. S'il te plaît, Sylvie, essaye de m'aider, supplia Jean-Jacques de plus en plus nerveux. C'est ce que je fais, mais tu ne m'écoutes pas, sauvage. Histoire d'y mettre son grain de sel, Marc ajouta façon huile sur le feu. Vous deux, vous feriez un beau couple. Vous avez déjà la dispute dans le sang. Il ne vous reste plus qu'à vous marier. Bon, ça suffit les machos. Je voulais dire que Macpherson s'énerve contre Lix qui lui répond sur le même ton, au point qu'ils sont sortis du bureau où il doit y avoir du personnel pour pouvoir s'engueuler sans témoin. Façon de parler. Saïd avait fait fort de se trouver là au bon moment. Oui, bon, où est-ce que tu es encore en train de nous embarquer, parodia Marc. Eh bien, répondit Sylvie l'œil allumé, profitons-en. Oui, bon, cela pouvait continuer longtemps. Sylvie décida de leur expliquer ce qu'elle avait en tête, d'une seule traite, espérant qu'enfin ils comprendraient. Quand elle eut fini, ce fut au tour de Jean-Jacques de bêler. Oui, bon, mais qu'est-ce que tu sais, Sylvie? Laissant sa phrase en suspens, Marc sembla soudain transcendé par la lumière divine. Il ne tomba cependant pas à genoux. Son ton de voix prit un virage à 90 degrés, pour terminer par ces mots. « Que tu es tout simplement génial !» Jean-Jacques profita de la seconde de silence de Marc pour comprendre lui aussi, tout en demeurant négatif par habitude. « Mais comment va-t-on faire » dit-il d'un air faussement inquiet pour faire bisquer sa copine dont il saluait intérieurement l'esprit d'analyse. « Écoute, maintenant tu arrêtes de faire le pessimiste, grommela Sylvie. Tu n'as qu'à réfléchir à la question avec nous. » Finalement, comme il connaissait bien son ami d'enfance, c'est Marc qui mit au point le moyen d'arriver à leur fin avec l'aide active de Saïd. Encore fallait-il que celui-ci fût d'accord, car il était concerné au premier chef. Anticipant son acquiescement, ils se lancèrent avec enthousiasme dans une entreprise risquée de manipulation de 2 serpents venimeux. Steph ne serait pas de trop. Il fallait s'assurer son concours. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Allô Steph, ici Sylvie. »« Ah, bonjour Sylvie, ça me fait plaisir de t'entendre. Veux-tu venir écouter des percussions avec moi ce soir ?»« Là, maintenant ? Ouais, tu es où ? Retrouvons-nous au Cybertati de Barbès dans 1 heure, ça te va ?» « Ok, répondit Steph, économe de ses mots.
Leur relation était à deux niveaux. Professionnellement, ils partageaient un amour immodéré pour la musique en général et les percussions africaines en particulier. À titre personnel, Sylvie aidait Steph par l'hypnose à se débarrasser de la cigarette, trop présente dans sa vie, ainsi que de tout ce qui se fumait. Cette tâche lui donnait, sans que ni l'un ni l'autre ne s'en rendent compte, un certain ascendant sur Steph qui se laissait materner de bonne grâce. Sa spécialité, à la fois celle qui le faisait vivre et celle dont il tirait le plus de satisfaction dans l'effort, était le son. Travaillant un nombre d'heures incalculable au service de la production télévisée, il triturait, transformait, adaptait, rythmait tout ce qui se pouvait enregistrer. Son employeur pouvait lui demander, et ne s'en privait pas, n'importe quelle voix, musique, cris d'animaux, bruits divers dans n'importe quelle situation. Il les trouvait et les plaçait à l'endroit, à la seconde désirée. C'est lui qui faisait parler les bandes vidéo lorsque le son était raté ou que le producteur voulait tricher sur les mots prononcés. Disposant d'un matériel hors pair dans son laboratoire, il était l'homme de la situation pour nos trois amis. Plus jeune qu'eux, il était néanmoins plus mûr et compensait par son sérieux les années de différence. Il arriva 1 heure plus tard à l'endroit indiqué. Même si lui n'avait pas coutume de le fréquenter, il ne s'étonnait pas que Sylvie puisse connaître ce fameux cybercafé, elle qui savait tout. Il fut surpris de rencontrer Marc et Jean-Jacques que l'on ne pouvait pas confondre avec des percussionnistes. Avant d'entrer dans le cybertati, le trio lui fit un topo complet sur la vraie raison de leur appel, en insistant sur l'état précaire de la situation de Jean-Jacques. « Ce que vous me demandez est faisable. Il faut que je vois sous quelle forme me vient le fichier, répondit Steph. Je dois te dire que quelqu'un à l'autre bout va prendre des risques. Il faut que le travail soit parfait. Voilà ce que je propose. Dès que ça sera prêt, je téléphonerai à Saïd sur son portable. Prévenez-le qu'il ne réponde pas cette nuit pour laisser travailler sa messagerie. Je me débrouillerai. On a des téléphones satellitaires pour les reporters à ma boîte. Le bruit de fond, la résonance seront les mêmes qu'à bord d'un jet. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Tous opinèrent. C'était la meilleure solution. Steph, n'ayant plus de temps à perdre, prit congé. Les autres décidèrent de quitter le cybertati où leurs airs de conspirateurs risquaient de les faire remarquer. Marc retourna à ses clients. Sylvie et Jean-Jacques, bras dessus, bras dessous, partirent vers le squat de Mama qui serait ravi de les voir. La Bastide Montgrain. Dès qu'il eut reçu ses instructions, Saïd coupa son portable. Il était convenu qu'il tenterait de s'introduire dans la propriété pour installer une écoute, qu'il avait choisie un peu archaïque. Il se ferait sûrement surprendre et, dans sa fuite, perdrait son téléphone. À coup sûr, ses poursuivants le trouveraient, en vérifieraient le contenu. Pour Saïd, cela signifiait qu'il faudrait un certain temps avant de savoir si le piège avait fonctionné. Sans compter les nombreux aléas de cette méthode. Ne voulant rien laisser au hasard, il en décida autrement. 5 heures du matin, il entre directement par-dessus le portail. Pas de chien, personne en vue. La démarche souple de l'homme entraîné, il se glisse vers la porte d'entrée principale pour y placer le matériel de sonorisation. Dès l'abord, il a repéré le système de surveillance électronique que, mine de rien, il décide de déclencher malencontreusement. La réaction ne se fait pas attendre. Il se retrouve face à 2 grands blonds légèrement endormis, mais suffisamment bien baraqués pour justifier sa propre absence de réaction d'autodéfense. Il s'installe dans le personnage du simple détective privé remplissant sa tâche, dans ce qu'il croit être une affaire de divorce ou similaire. Ce qui ne l'empêche pas de se retrouver à 6 heures du matin à prendre des baffes en échange de son mutisme, les mains attachées derrière le dos. « Écoutez, monsieur Lix, je vous répète depuis une demi-heure, je ne vous donnerai pas le nom de mon client. C'est contraire à ma déontologie. De toute façon, c'est par un appel téléphonique que j'ai reçu ma mission. Je pensais qu'il s'agissait de surveiller les entrées dans cette maison, c'est tout. » La phrase est saluée par une bonne gifle. Aïe! 6h05. Le portable sonne, sa secrétaire. Le dénommé Hans, plus rapide, s'empare de l'appareil dans la poche latérale de Saïd et coupe le contact pour basculer l'appel sur la messagerie. Le geste n'échappe pas à Lix, qui prend le téléphone des mains de son homme et se met immédiatement à l'écoute de tous les messages de la semaine. Une fastidieuse litanie de voix diverses lui vrille l'oreille droite. Rien d'autre que la routine professionnelle quotidienne. En effet, quelques missions précises lui sont parfois données par téléphone par des clients abonnés. Soudain, une voix rauque accompagnée de bruits métalliques, partiellement couverte par un chuintement lancinant et avec une sorte d'écho, expose fermement le problème qui motive cet appel. « Monsieur Aïd Kassi, votre nom m'a été donné par l'ami commun pour lequel vous avez travaillé le mois dernier en Afrique. Son nom ne sera jamais mentionné. J'ai crédité votre compte bancaire de la somme de 20 000 francs. Je désire que d'ici demain matin, un système d'écoute soit mis en place près de la porte d'entrée de la Bastide Montgrain à Saint-Tropez. Réglez-le sur 3605. L'émission doit pouvoir être captée dans un rayon de 4 km. Je n'ai pas le temps de vous rappeler. Je vous avertis, monsieur Aïd Kassi. Ne me décevez pas. » La fin du message laissait planer comme une aura de menace. Saïd se débattait sur sa chaise, apparemment furieux d'avoir été si facilement découvert, ce qui lui valut encore quelques rudesses de la part des 2 acolytes. Il ne lui était pas franchement antipathique, mais il eut l'impression qu'il commençait à prendre goût à sa situation d'infériorité. Il allait falloir mettre bon ordre à tout cela. Par acquis de conscience, Lix réécouta le message bien que son opinion fût faite du premier coup.
Ses cheveux se dressaient sur sa tête. Il marmonnait. Ce vieux fou est décidément décadent. Me faire ça à moi, espionner son propre espion, en plus par une méthode aussi éculée. Il était vrai que les matériels les plus anciens passaient parfois plus facilement inaperçus que des systèmes de surveillance électronique sophistiqués. Macpherson avait dû avoir une idée en tête. Quelque chose qui l'avait mis suffisamment hors de lui pour motiver cette réaction rapide et peu structurée. « Qu'est-ce qu'il escomptait trouver » demanda Lix. « Je vous l'ai dit, je croyais avoir à surveiller les entrées dans cette maison. » Baf! Francis leva la main pour stopper ses sbires. « De toute façon, je ne suis pas lié avec cette voix. Vous pouvez en faire ce que bon vous semble, mais inutile de cogner, je ne vous dirai pas le nom de mon client. » Lix réfléchissait à toute allure. Maintenant qu'il savait d'où venait l'attaque, le détective devenait quantité négligeable. Il n'allait tout de même pas noyer dans du béton ce benet pour s'être introduit dans sa propriété pratiquement sans se cacher. « Très bien, monsieur Hyde Cassie. Avez-vous votre carte professionnelle ? » ?»« Dans ma poche arrière droite. Merci. Je la garde. Vous en ferez refaire une autre. Sommes-nous bien d'accord ? » Baf ! Et rebaf. « Gunther, ça suffit. Sommes-nous d'accord, monsieur Hyde Cassie ? » ?»« Oui, monsieur Lix. Si cette voix vous rappelle, vous devrez immédiatement me prévenir. Vous ne devrez pas travailler pour cette voix. »« Oui, monsieur Lix. Cette voix n'est pas mon client. » Et pour cause. Son client, c'était Mark. « À combien estimez-vous le préjudice que vous avez subi au cours de cet interrogatoire ? » ?»« Vous n'y êtes pas obligé, monsieur Lix. C'est moi qui me suis imprudemment mis dans cette situation. Mais avec la tête que m'ont faite Gunther et Hans, il est hors de question que je travaille aujourd'hui. Le cas échéant, afin que vous deveniez mon client et que je ne puisse par conséquent plus divulguer quoi que ce soit vous concernant, un dédommagement de 10 000 francs sera suffisant. Je vous en ferai parvenir un reçu, avec toutes mes excuses. » »« Excuses acceptées. Vous êtes libre, monsieur Hyde Cassie. Souvenez-vous que je n'oublie jamais mes ennemis. Je ne suis pas votre ennemi, monsieur Lix. Je ne l'ai jamais été, et je ne vous décevrai pas une nouvelle fois. Compte sur moi, pensait Saïd. La prochaine fois, je ne me laisserai pas prendre. D'ailleurs, ils m'ont foutu les jetons, ces trois-là, avec leurs numéros germanisants. Je ne suis pas prêt de recommencer. Il fait signe qu'il était encore attaché. « Gunther, libère monsieur Hyde Cassie et raccompagne-le. » Gunther réagit enfin, sans trop d'état d'âme, mais les yeux tout de même voilés d'un certain regret. À peine libre, Saïd passa entre les deux costauds et ne put s'empêcher de leur faire subir sa prise favorite. C'était une technique où les adversaires donnaient l'impression d'être tombés du fait de leur propre maladresse. « T'es tombé ?» s'enquit-il empressé. Juste pour montrer qu'il n'était ni agressif ni rancunier, il les aida à se relever avec un sourire en coin, tout en récupérant en douce son téléphone. D'un coup d'œil, Lix, amusé, calma ses hommes et congédia Saïd. Il avait un problème plus important à résoudre. « Ne tirez pas trop sur la corde, monsieur Hyde Cassie. Disparaissez avant que je ne change d'avis. » Retour à Marseille, gros sac de glace sur la tête et compte rendu à Marc sur Internet. Tel était le programme. Il avait eu chaud, mais il était sûr d'avoir fait mouche. S'il avait simplement abandonné son portable, comme cela avait été prévu, il leur aurait fallu plusieurs jours pour connaître l'efficacité de leur stratégie. Et puis il s'était fait un nouveau client, se disait-il, pince sans rire. Il était grillé, mais content.